François Bayrou franchit le premier obstacle. Son gouvernement survit à la motion de censure au Parlement après ses ouvertures aux socialistes. L'Union européenne appelle à la mise en œuvre complète de l'accord entre Israël et le Hamas pour la libération de tous les otages et la fin des hostilités. Recently appointed French Prime Minister François Bayrou and his new government live to see another day. François Bayrou passed his first big test on Thursday after his minority government survived a confidence vote in parliament after the far right as well as the center-left Socialist Party refused to support the motion that was backed by the rest of the left-wing coalition. To appeal to the Socialists, Bayrou, for example, promised to open talks to renegotiate French President Emmanuel Macron's highly unpopular pension reform. But the next few weeks will be complicated for the new Prime Minister as he now faces the challenge of passing the country's long overdue budget plan for this year. As a reminder, his predecessor, Michel Barnier, was toppled back in December after he tried to pass the country's 2025 Social Security budget plan without a vote in Parliament, which led to the far-right and left-wing MPs to file a successful no-confidence motion. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est rendu jeudi à Kiev où il a signé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky un traité baptisé Partenariat de 100 ans. Ce traité comprend des assurances sur les garanties de sécurité pour une protection future contre la Russie. Écoutez Keir Starmer. In 2025, the UK will give more military support to Ukraine than ever before. We have already committed £3 billion for military aid this year. And we're going further to support the front line, providing a £2.2 billion loan, which will be paid back, not by Ukraine, but from the interest on frozen Russian assets. Volodymyr Zelensky a déclaré que lui et Keir Starmer discuteraient également de la possibilité que des troupes de pays occidentaux soient stationnées en Ukraine pour superviser un accord de cessez-le-feu, une idée qui était venue du président Emmanuel Macron. Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont aussi déposé des fleurs sur un mur à la mémoire des personnes tuées pendant la guerre. Keir Starmer a également visité un hôpital spécialisé dans le traitement des brûlures. Peu de temps après, alors que les deux hommes avaient rejoint le palais présidentiel, une voiture et un bâtiment ont été endommagés à Kiev par des débris de drones russes. Ce qui a commencé par 24 heures s'est transformé en une demi-année. Dans un rappel à la réalité plutôt brutale, Donald Trump a déclaré qu'un délai de 6 mois était plus réaliste pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'ancien ministre ukrainien de l'économie, Timothy Milovanov, a déclaré à Euronews que cette révision du calendrier était un bon signe pour Kiev. The worst possible scenario would be surrender of Ukraine, and that's the 24-hour scenario, where basically, the US has leverage over Ukraine and the EU in terms of support, and doesn't have much leverage at the moment over Russia, which means accepting the Russian demands and putting pressure on Ukraine to accept Russian demands. That's why the 24-hour scenario is the worst scenario possible for Ukraine. So the sign that they are talking now about 6 months or 3 months suggests that they will be building leverage over Russia, and that's why they need time. Ce levier de pression pourrait se mettre en place en coordination entre deux administrations américaines avec la dernière tentative de Biden de confisquer 300 milliards de dollars d'actifs russes. Now, but the news is not in the attempt to confiscate, but in the fact that it is last ditch suddenly, which is coordinated, if you look at the news, with the Trump administration. Basically, it's signaling to Russia that we're going to try to find leverage over you. And if you want your money back, we're willing to haggle over it. Pour Milovanov, tout cela indique que l'administration Trump évolue vers un scénario peu favorable à la Russie. Mais cela ne signifie pas nécessairement favorable à l'Ukraine et à son peuple. The reality is that we need to look at what people are willing to accept and what people are not willing to accept. What people are not willing to accept is a change of constitution, disarming of Ukraine,
or ceding unoccupied territories. What are people willing to accept based on these surveys is some kind of temporary acceptance that we do not control the territories, so some kind of de facto reality. So people are willing to accept reality, but are not willing to surrender. Milovanov estime qu'en fin de compte, Poutine devrait vendre tout accord à la société russe comme sa victoire, tandis que Kiev doit le présenter en Ukraine comme une garantie contre de futures invasions. Et ces garanties exigeraient bien plus qu'une simple signature sur le papier, compte tenu des précédentes garanties promises puis rompues par la Russie, ajoute-t-il. L'Union européenne se félicite de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. La Commission appelle à la libération de tous les otages du Hamas et à la fin des hostilités. The European Union warmly welcomes the ceasefire agreement in Gaza, which will allow the phased release of the hostages, ending their terrible ordeal that has lasted for more than 15 months and ease the humanitarian suffering in Gaza. It is vital that the deal is fully implemented to allow all the hostages to be released and to ensure a permanent end to hostilities. L'accord doit encore être validé par le gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou accuse le Hamas d'être revenu sur certains points de l'accord, mais Washington pense que la trêve ne sera pas repoussée et commencera bien dimanche. De son côté, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exhorte Israël et le Hamas à respecter les termes de l'accord. Dans un tweet, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, estime pour sa part qu'il pourrait s'agir d'un tournant pour une paix durable. Le président du Conseil européen salue lui aussi l'accord et rappelle le soutien des 27 au principe d'une solution à deux États. Sur le terrain, Tsahal dit avoir frappé 50 cibles en 24 heures, notamment des entrepôts d'armes, et selon le Hamas, 81 personnes ont été tuées. Aide humanitaire, bailleur de fonds et reconstruction, l'Union européenne est prête à jouer son rôle traditionnel dans la bande de Gaza. Les 27 n'ont pas participé aux négociations qui ont mené mercredi à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Mais malgré cette distance politique, la Commission européenne veut agir immédiatement sur le terrain. The European Union is ready to support the implementation of the ceasefire, including through our considerable humanitarian assistance. We're also updating our plans to possibly redeploy EUBAM Rafah. This would enable EUBAM to better advise and assist the Palestinian border authorities. We're also continuing our considerable financial and political assistance to the Palestinian Authority to support its reform efforts. La Commission a annoncé jeudi une enveloppe de 120 millions d'euros d'aide humanitaire en 2025 destinée à l'enclave palestinienne. L'Union dispose de moyens financiers et politiques pour soutenir la réussite du cessez-le-feu. Pour certains analystes, cela passe par un retour de l'autorité palestinienne à Gaza. That will require pressure on President Mahmoud Abbas, who is the president of the Palestinian Authority. The Palestinian Authority, which the EU funds quite considerably. So again, the EU has leverage in that regard. President Abbas has been, I think, somewhat reluctant to fully return his Palestinian Authority to Gaza. So that needs to be addressed. And then finally, this will also have to be accepted by the Israeli government. And the Israeli government has so far refused to allow for the Palestinian Authority to come back. So here again, it's a question of pressure. Pour l'analyste, c'est à l'Union européenne de décider s'il veut s'impliquer davantage. Elle devra pour cela trouver un consensus entre les 27. Or, le conflit entre Israël et le Hamas a profondément divisé les États membres. Le Groenland souhaite un engagement plus fort de l'UE dans les matières premières critiques du territoire, a déclaré une députée du Groenland. Ces matériaux sont nécessaires à la construction de technologies énergétiques propres telles que les panneaux solaires et les batteries. L'UE est à la traîne par rapport aux Américains, aux Chinois ou encore aux Britanniques.
25 des 34 minéraux trouvés au Groenland ont été identifiés comme matières premières critiques dans une étude de la Commission européenne. We would like to see EU much more engaged when it comes to rare earth. We know that 78% of everything that EU needs when it comes to rare earth can be found in Greenland. And right now we have more or less a Chinese monopoly when it comes to rare earth. And therefore I think it makes a lot of sense, and I think it's an overlap in interest between Greenland and EU to get investments from to focus on rare earth, but also on tourism. La députée se dit préoccupée par la Russie et les déclarations provocatrices de Donald Trump, qui n'exclut pas la force pour s'emparer du Groenland, un pays constitutif du Royaume de Danemark. La majorité des 56 000 habitants a comme objectif à long terme l'indépendance et exclut de se retrouver dans le giron américain, assure-t-elle. Pour l'heure, la Groenlandaise estime qu'il est nécessaire de diversifier et de renforcer la coopération du Groenland avec d'autres acteurs mondiaux. I think there's no shortcut to independence, even though it's the biggest wish and the biggest dream for a lot of us in Greenland. I think we need to see it as a long-term goal, and then to diversify who we're collaborating with. So it should be Denmark, it should be EU, and it should also be US. So we're part of the North American continent, and it makes sense to cooperate, for example, on defense. But we don't want military bases in Greenland. Depuis 2009, le Groenland a le droit de déclarer son indépendance par le biais d'un référendum. De son côté, le Premier ministre du Groenland a laissé entendre qu'un éventuel référendum pourrait avoir lieu au cours du nouveau mandat. Des élections législatives auront lieu au printemps prochain.